Bonjour Madame Elena Aoun, Bonjour. bienvenue dans le média Aloha News. Vous êtes professeur et chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain et membre de l'Institut des sciences politiques Louvain-Europe. Du point de vue du narratif israélien, Israël combat le Hezbollah qu'il définit comme étant une entité terroriste. La première question que j'ai à vous poser, le Hezbollah, c'est quoi? Et est-ce qu'il avait une légitimité au sein de la société libanaise et quel regard en fait avaient les Libanais sur cette organisation et ont sur cette organisation. Eh bien, un tout grand merci. C'est une question qui est complexe et je vais essayer de simplifier. Alors peut-être déjà décoder le narratif israélien. Le narratif israélien, tout comme celui de tout autre État, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Arabie saoudite ou peu importe, qualifier un ennemi de terroriste, c'est quelque part s'autoriser à, à mobiliser n'importe quel type de moyen pour contrer cet ennemi-là. Donc, vous avez énormément de travaux qui ont permis d'analyser en fait ce que cette désignation de terroriste permet de faire. Donc, il faut comprendre le narratif israélien dans ce contexte-là. Alors, du point de vue de l'acteur, ce terme-là, donc du point de vue du Hezbollah, bien évidemment, cette catégorisation de terroriste n'est absolument pas pertinente, ne serait-ce que parce que finalement, cet acteur-là a une histoire qui est ancrée dans la trajectoire de la communauté chiite au Liban, mais également qui est ancrée dans l'histoire de la guerre civile libanaise, une guerre qui n'a de civil que le nom, puisqu'elle a toujours aussi été une guerre régionale, voire une guerre internationale, et puis aussi toutes ces donc le Hezbollah est aussi le reflet d'une conjoncture régionale bien particulière. Alors, je commence par le premier étage, la société libanaise. Donc, vous le savez, hein, l'État libanais est moderne, hein, est issu de la colonisation britannico-française dans la région, du partage qui a été fait des pays de la région au moment ou dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce sont des États qui n'ont pas une longue profondeur historique, qui n'ont pas forcément une grande cohérence historique. Et en fait, ils sont nés à la modernité avec déjà des problèmes d'équilibre, puisque au Liban, vous avez le mandataire français ou techniquement la puissance coloniale française qui a coopté la minorité chrétienne maronite, qui s'est appuyée sur elle pour faire l'architecture de ce nouvel État. Personne n'est forcément vertueux quand il fait de la politique, et en fait, l'État libanais s'est construit progressivement, alors sur des équilibres à trouver, mais aussi par la marginalisation de certains pans de sa population, parmi lesquels, bien évidemment, les chiites. Les chiites qui ont toujours été les laissés pour compte du nouvel État libanais. Premier élément. Dans ce contexte-là, le Liban moderne a acquis comment dire, son indépendance au cours de la Deuxième Guerre mondiale et en fait juste à temps pour voir se dérouler à ses frontières le drame palestinien. Et donc, dès 1948, il y a cet afflux d'un nombre significatif de réfugiés palestiniens qui entrent dans le pays, avec le problème suivant du point de vue des Libanais, c'est que cet afflux de Palestiniens, donc chassés de leurs terres, ce qui est en soi injuste, en plus risque de poser problème puisqu'il vient bouleverser les équilibres démographiques religieux dans le pays. Donc les Palestiniens étant massivement sunnites dans un pays où, voilà, à l'époque était
voilà, plus équilibré entre musulmans d'un côté, chrétiens de l'autre, et même au sein de la population musulmane, les chiites n'étaient pas forcément numériquement les plus importants. Donc, on a cette configuration. Et donc, vous avez ensuite plein d'évolutions dans un contexte régional très clivé, avec à la fois la traduction de cette guerre froide entre d'une part les États-Unis, d'autre part l'Union soviétique, qui ont essayé chacun de tirer de leur côté tel ou tel acteur. Vous avez eu le panarabisme avec notamment Nasser. Vous avez eu une série de guerres aussi israélo-arabes entre États arabes et Israël. Et donc le Liban, quelque part, puisque ce n'était pas il n'a jamais été un État autoritaire, un régime fermé comme l'est devenu ultérieurement la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, etc. C'est le lieu où se sont exprimées toutes ces tensions. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend aujourd'hui le début de la guerre civile ou la guerre dite civile libanaise, avec d'un côté, et là, c'est évidemment un raccourci, donc une coalition essentiellement chrétienne, très axée sur les positions occidentales, très conservatrice aussi à l'intérieur et essentiellement issue de milieux privilégiés dans le pays. Et de l'autre côté, vous avez une coalition qui est beaucoup plus progressiste, comme proche, voilà, plutôt de l'axe soviétique, arabisante et favorable à la cause des Palestiniens et des laissés pour compte du système politique libanais. Je ne rentre pas dans les détails, simplement pour dire que dans ce contexte-là, Israël, profitant un peu de cette guerre civile au Liban et dans laquelle les Palestiniens sont actifs, donc Israël va envahir une première fois le pays en 78, va s'en retirer. En 1982, on réédite l'invasion du Liban, mais cette fois de manière beaucoup plus durable. Et à ces deux occasions, la cible première des Israéliens, ça a été la communauté chiite du Sud. Et donc, c'est dans ce contexte extrêmement dégradé, et puis aussi dans la lignée de la révolution iranienne, que naît en fait le Hezbollah libanais, qui y arrive sur un agenda de lutte contre l'occupation israélienne, une lutte aussi contre l'influence américaine dans le pays, contre l'axe conservateur, notamment représenté par les forces libanaises au Liban, donc une milice libanaise très très à droite. Et pendant quelques années, le Hezbollah est une milice parmi d'autres milices qui se distinguent par son alignement et ses liens multiples avec l'Iran révolutionnaire. Euh, et, euh, et à cette époque-là, il a même combattu d'autres composantes chiites de la population libanaise. Donc c'est vraiment ce contexte de la guerre de tous contre tous. Et parmi les actes les plus, pour les uns traumatisants, mais pour les autres les plus illustratifs de l'agenda politique du Hezbollah, c'est les attaques perpétrées contre les contingents occidentaux envoyés après 1982. Et puis après ça, vous avez la guerre qui s'achève doucement. On va geler quelque part les contentieux à la faveur notamment de la guerre, la toute première guerre d'Irak, celle qui est entraînée par l'occupation du Koweït par l'Irak avec la constitution d'une grande coalition. Et en fait, on gèle un peu la situation au Liban en dealant, notamment en entrant en contact notamment avec la Syrie. Et en fait, on accepte de geler ce conflit-là, ou en tout cas de l'achever, de le résoudre,
avec une occupation israélienne qui subsiste dans le sud du Liban et en fait une présence ou une occupation syrienne dans le reste du pays. Et la seule milice qui est à l'époque autorisée à conserver ses armes, c'est cette milice du Hezbollah, qui progressivement va muter d'une milice entre toutes les autres milices en une milice qui va en fait se construire en tant que résistance à l'occupation israélienne pendant toute la décennie des années 90. Ok, jusqu'à ce qu'il y ait un retrait unilatéral israélien. J'insiste sur le terme unilatéral parce que ça veut dire que Israël en fait claque la porte et il n'y a aucun règlement négocié. Donc certes, Israël se retire derrière des frontières qui sont par ailleurs contestées, mais en fait, il n'y a aucun travail, aucune compensation pour tout ce qui s'est passé durant l'occupation israélienne, et pourtant elle a été extrêmement sévère pour la population locale, en particulier sa composante chiite. Et donc après ça, le Hezbollah ne déposera pas véritablement les armes, prenant appui ou prétexte, selon les points de vue, sur le fait que Israël n'avait pas évacué des régions comme les fermes de Sheba ou le village de Rajah pour continuer à être dans une opposition à Israël, avec en arrière-fond, bien sûr, cette problématique palestinienne qui, au Liban et ailleurs, n'a jamais été résolue. Dans ce contexte-là, le Hezbollah, qui s'est construit comme qui a été une forme de guérilla dans les années 90, va se renforcer graduellement au cours des années 2000, alors que la Syrie est encore présente au Liban. Elle n'en sortira officiellement qu'en 2005, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Hariri. Et on va voir ici à nouveau une très forte polarisation au sein de l'échiquier politique libanais, avec d'un côté des forces cette fois largement chrétiennes et sunnites, plus ou moins alignées sur les positions occidentales, et de l'autre côté, essentiellement, mais pas uniquement, une grande partie de la communauté chiite qui, au travers du Hezbollah et du parti Amal, s'aligne sur l'axe, pourrait-on dire, Syrie-Iran. N'oublions pas qu'entre les deux moments, il y a eu 2003, un moment où les États-Unis sont venus envahir l'Irak, avec toutes les conséquences que l'on connaît en matière de déstabilisation de ce pays et la création d'un contexte sur lequel pouvait capitaliser un parti comme le Hezbollah, mais également un État comme l'Iran. J'arrête sur la dimension plus stratégique politique pour souligner aussi le fait que la Hezbollah a œuvré, notamment à partir des années 2000, comme un État-providence au profit de la population chiite libanaise, puisque l'État libanais se distingue très largement par ses incapacités. Donc c'est dans la provision de services publics qu'on peut attendre. Et donc le Hezbollah a des hôpitaux, a des écoles, a des centres sportifs, des centres culturels, etc. Et quelque part, on a pu l'appeler un État dans l'État, ou je dirais, je nuancerais en disant c'est un État dans un non-État, puisque l'État libanais n'a jamais joué ce rôle d'État-providence, notamment par rapport à la population chiite. Donc on voit que parler du Hezbollah, c'est une réalité extrêmement complexe, et ce n'est absolument pas une entité extérieure à la communauté chiite libanaise. Ce n'est pas non plus une simple marionnette aux mains des Iraniens. Elle ne l'a jamais été uniquement aux mains des Syriens. Quand la Syrie
des Assad avait encore une forme de puissance avant de s'effondrer dans une certaine mesure. Donc non, le Hezbollah est beaucoup plus que cela et ça reste une émanation d'une composante significative de la communauté chiite libanaise qui a des alliances aussi dans d'autres communautés. Je ne citerai que celle de la communauté chrétienne maronite avec l'ancien président Michel Aoun qui était en alliance en fait politique avec le Hezbollah. Mais petite parenthèse, vous avez dit que lors des conflits avec Israël, le Hezbollah considérait Israël comme une force d'occupation au Liban. Vous dites aussi qu'il y avait d'autres franges libanaises qui étaient alignées sur le récit occidental. Leur position, c'était quoi? Qu'il n'y avait pas de force d'occupation au Liban par les forces israéliennes. C'était quoi leur point de vue? C'est compliqué à comprendre. Euh, En fait, c'est un des drames du Liban, c'est que entre le pouvoir pendant longtemps dominant et le sud du pays, c'est comme si ce sud-là n'était pas de la responsabilité de l'État libanais. Et donc, pendant des décennies, Israël a pu y faire des opérations, il a pu bombarder. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Ce n'était que sporadique, notamment à l'époque pour lutter contre les actions des combattants palestiniens une fois chassés de tous les autres pays de la région, en particulier la Jordanie en 1970, se sont concentrés au Liban jusqu'en 1982, quand Israël Manu Militari va les évincer vers la Tunisie. Donc les autres composantes libanaises sont géographiquement assez éloignées. Vous avez dans le sud du Liban un certain nombre de villages chrétiens qui, eux, se sont alliés avec les Israéliens, ce qui bien évidemment laisse des traces assez négatives dans dans la mémoire des chiites de cette région-là. Et puis voilà, vous aurez aujourd'hui euh, dans la foulée de 1982. Vous avez des composantes politiques libanaises, toujours cette frange conservatrice des forces libanaises qui était vraiment alignée sur l'État israélien. Rappelons que c'est eux qui ont perpétré sous le regard permissif de l'armée israélienne les massacres de Palestiniens, de civils palestiniens à Sabra et Shatila en représailles à l'assassinat de leur chef de milice devenu président depuis très très peu de temps. Donc on est en septembre 1982. Donc eux, dans la foulée, étaient prêts à signer un accord de paix avec Israël. Un accord de paix qui, évidemment, a fini par tourner court parce que vous ne pouvez pas faire un accord de paix entre une composante milicienne du pays qui prétend parler au nom de l'ensemble du pays, alors que vous avez de nombreuses autres composantes qui avaient des vues assez différentes et en plus sans la moindre résolution ni de la problématique de l'occupation du pays dans son sud, ni résolution de la problématique palestinienne, où vous avez plusieurs centaines de milliers de réfugiés dans une diversité de camps vivant dans des conditions absolument difficiles jusqu'aujourd'hui encore. Il y avait beaucoup de débats ici dans le monde occidental sur le fait de considérer ça comme une organisation terroriste, etc. D'un point de vue du droit international, qu'est-ce que ça dit? Parce que certains disent non, il n'y a que la branche militaire du Hezbollah qui est considérée comme terroriste et, euh, et que Oui, finalement le Hezbollah participait activement à la vie politique et non militaire également au sein du Liban. oui. Un des problèmes, c'est que nous n'avons pas un consensus international sur la définition du terrorisme.
Donc nous avons surtout des pratiques. Et en fait, le terroriste de l'un est le héros de l'autre, hein. Donc on reste dans énormément de subjectivité. Et donc le droit international, il ne dit pas grand-chose au-delà du fait que vous avez des actions qui, elles, peuvent être constitutives de terrorisme et surtout de ce qu'on peut qualifier de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire nettoyage ethnique, etc. Donc, du point de vue de nombreuses composantes libanaises, le Hezbollah est certainement une milice, mais une milice de résistance. Il est certainement un parti politique, hein. Il s'est converti graduellement en parti politique. Évidemment, aux yeux de ses détracteurs, à commencer par les Israéliens et les États-Unis, il n'y a aucune nuance à avoir. C'est une entité qui est par essence terroriste, ce qui autorise donc de vouloir l'annihiler. Alors, nous, dans nos analyses de sciences politiques, d'experts sur les conflits, on sait bien que ces qualifications-là, elles sont instrumentalisées pour faire prévaloir des politiques d'annihilation, voilà, des politiques qui n'offrent pas d'autre solution que la solution militaire et dont on voit que jamais, nulle part, elles n'ont donné des résultats probants. Donc, on a été notamment en Afghanistan après le 11 septembre, non seulement pour éradiquer Al-Qaïda, pour éradiquer les talibans, et que voit-on plus de 20 ans après, les talibans sont les maîtres du pays, Al-Qaïda est relativement prospère, elle a donné un avatar qui est l'État islamique, qui lui a capitalisé sur la situation créée par l'invasion américaine de l'Irak. Donc voilà, il y a cette dimension-là qui est que la qualification de terroriste permet certaines choses qui sont des exceptions par rapport au droit international. Par exemple, les assassinats ciblés ne sont pas supposés être autorisés par le droit international. Donc voilà. Et voilà, je me contenterai de cette réponse-là. Alors, oui, peut-être simplement prolonger en disant, il est certain que certaines pratiques du Hezbollah, comme les attentats qui ont pu être perpétrés au cours de son histoire, à commencer par les attentats contre les contingents occidentaux, notamment français et américains, à Beyrouth dans les années 80, sont qualifiables d'actes de terrorisme et très certainement de crimes de guerre. Euh, Néanmoins, ça ne résume pas l'entièreté de ce qu'est le Hezbollah. Et vous avez aussi historiquement des acteurs qui ont été qualifiés comme étant terroristes et qu'on a dû à un moment donné réintégrer dans le monde des non-terroristes avec lesquels il faut quand même négocier. Je pense à l'IRA en Irlande. Je pense également à l'OLP, à l'OLP qui pendant longtemps a été considéré comme un organisme terroriste par l'ensemble des États occidentaux et qui finalement est entré formellement en paix avec Israël au travers des accords d'Oslo. J'ai vu aussi Abdallah Bouhabib, qui est le ministre libanais des Affaires étrangères, qui avait indiqué que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait accepté un cessez-le-feu de 21 jours avant d'être tué Tout à avec fait. Israël. Et Israël l'avait accepté également avant de se rétracter. Est-ce qu'il y a une explication à cette rétractation, à cette envie de tuer Nasrallah
par la Ouais. suite? Écoutez, je pense que l'État israélien ou le gouvernement israélien est depuis le 7 octobre dans une fuite en avant militaire. L'axe, ou en tout cas le front israélo-libanais, ne s'est réveillé que dans le contexte de ce qui s'est passé à Gaza. Or, Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, après un an de recul, on a suffisamment de faits et suffisamment de témoignages qui l'étayent. Ce Premier ministre ne souhaite pas arrêter sa guerre, non seulement à Gaza, mais également dans les territoires palestiniens, la Cisjordanie. Et donc, du coup, voilà, quand il a eu cette possibilité, après avoir lui-même réveillé ce front ou plutôt après avoir exacerbé ce front du Nord en étendant toujours plus ses frappes, en, en multipliant les assassinats ciblés, etc. Il a décidé de s'engouffrer dans le contexte très permissif international que lui offre notamment l'administration Biden, mais pas uniquement, puisque vous avez une forme d'apathie et d'incapacité de critiquer Israël au sein de l'essentiel des pays européens également, plus généralement occidentaux. Eh bien voilà, ils ont choisi la voie de l'aggravation. On vous dira qu'une bonne partie de la population israélienne soutient l'action du gouvernement israélien dans le nord du pays. Certes, ça ne rend pas moins, allez, je dirais, ça ne rend pas moins réel cette volonté de l'État israélien actuellement et depuis au moins un an de résoudre tous les problèmes par l'annihilation de ses ennemis plutôt que par toute forme de négociation avec eux. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, dernièrement déclaré et menacé le Liban de destruction comme à Gaza. La Ouais. question que l'on se pose, c'est, in fine, quel est l'objectif, qu'il soit militaire ou politique, de cette fuite en avant? Est-ce qu'on peut voir un bout rationnel de Oui. Alors, il est extrêmement cynique, hein. Israël souhaite, j'essaie de mesurer mes mots, hein. Donc, Israël semble convaincu de pouvoir assurer sa sécurité à long terme par la soumission totale de ses ennemis. On le voit en Palestine. Et le 7 octobre n'est pas un commencement. Le 7 octobre ce qui se passe depuis le 7 octobre n'est que la continuité de politique, de dépossession, de destruction du corps social et politique palestinien qui perdure depuis des décennies et qui s'est intensifié après les accords d'Oslo, dans l'apathie internationale généralisée. Personne n'est venu au secours des accords d'Oslo et c'est une responsabilité incommensurable. Ensuite, on se souvient peut-être, et on peut retrouver aisément si on les cherche, les déclarations de l'establishment politique israélien en amont de la guerre en Irak de 2003. Ils ont poussé à fond les États-Unis pour mener cette guerre contre le régime de Saddam Hussein, au prétexte notamment qu'il y avait des armes de destruction massive. Donc vous avez des déclarations de Benjamin Netanyahou, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui disait très clairement il faut qu'on se débarrasse du régime de Saddam Hussein, parce qu'il dispose de l'arme nucléaire, et deuxièmement parce que une fois qu'on l'aura éradiqué, on va avoir une impulsion vertueuse au Moyen-Orient. Donc cette idée portée notamment par George W. Bush d'un Greater Middle East démocratique, etc. Avec le recul, on voit ce qu'il en est.
Donc l'Irak a été mis en HS et c'est à ce moment-là que Israël a reconcentré ses forces sur l'Iran. Aujourd'hui, le principal problème est l'Iran et donc les Israéliens depuis au moins le début des années ou le milieu des années 2000 n'ont de cesse en fait d'isoler l'Iran, de soutenir son exclusion, l'interruption de son programme nucléaire et de la manière la plus, encore une fois, la plus radicale possible, hein, puisque Monsieur Trump aussi, dont la proximité par rapport à l'État israélien est connue, ben, c'est lui qui a pris l'initiative de rompre unilatéralement les accords autour du nucléaire iranien qui avaient pu être négociés en 2015. Donc voilà, euh, par contre Israël euh, et donc ceux qui ne sont pas avec lui sont voués à des formes de destruction, deviennent des champs où Israël peut intervenir n'importe quand, n'importe comment, au travers de son aviation notamment, au travers d'assassinats ciblés, etc. Et puis ceux qui acceptent d'entrer en alliance avec, donc vous avez historiquement l'Égypte bien sûr, la Jordanie aussi, et beaucoup plus récemment un ensemble de pays qui sont en voie de normaliser leur relation avec Israël, bah, ceux-là, on n'y touche pas. Ceux-là, on n'y touche pas. On entre au contraire en bonne relation avec eux, des relations économiques extrêmement juteuses de part et d'autre, etc. Et donc voilà ce qu'offre la perspective de Benjamin Netanyahou. Et je défie quiconque qui ait la moindre connaissance des dynamiques sociétales de nous convaincre, hein, à nous chercheurs, que l'orgie de violence déployée à Gaza, en Cisjordanie, même si encore une fois elle est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on voit à Gaza, et au Liban, sont productrices d'une perspective de vraie paix au Moyen-Orient. Peut-être que les Israéliens vont réussir à ôter les griffes, les dents à la fois du Hamas et au-delà du Hamas des Palestiniens, et de l'autre côté du Hezbollah et au-delà du Hezbollah des Libanais. Mais ça ne veut absolument pas dire que ces gages de la paix avec ces voisins-là, on ne fait que postposer sans doute de quelques années, peut-être quelques décennies, et peut-être postposer ou reporter territorialement le problème si jamais l'objectif in fine israélien s'avérait être l'occupation et ou le nettoyage ethnique de Gaza et d'une partie du Liban Sud. Parce que les forces palestiniennes, libanaises, style Hezbollah, Hamas, vont se reconstruire, mais sur la nouvelle frontière d'Israël ou des territoires occupés par Israël. On a vu aussi dernièrement, j'ai vu une vidéo dans un village libanais de Maroun al-Ras, où il y a un drapeau d'Israël qui a été hissé dans ce village. Je prends la sortie médiatique de Armin Arfi, qui est reporter pour Le Point, qui réalise que l'armée israélienne est sans doute en train de créer le prélude à une nouvelle colonisation. Sous prétexte, par exemple, avec, on va dire, un argument, c'est-à-dire de sécuriser les frontières du Nord, non plus que le Hezbollah bombarde, donc ils vont créer une zone tampon, etc. Est-ce que ça, et à Gaza aussi, est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça risque d'être audible par la communauté internationale? Écoutez, la colonisation israélienne est plus qu'audible. La communauté internationale, aussi sévère que soient mes propos, mais je peux en justifier chacun. La communauté internationale, depuis les accords d'Oslo et la disruption de ces accords d'Oslo,
regarde de la manière la plus apathique qui soit la progression de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Alors ils vont vous dire, ils ont évacué les 5 colonies de Gaza en 2005, certes, mais ils l'ont fait de manière totalement unilatérale, sans négociation aucune avec les Palestiniens. Et en lieu et place d'une colonisation directe, ils ont totalement enfermé Gaza, qu'il était déjà, donc la première barrière autour de Gaza date de 1993, c'est-à-dire dans la période après le début des accords d'Oslo, et elle n'a fait qu'évoluer au fil du temps pour devenir de plus en plus hermétique, en particulier après l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2006, et puis ce fractionnement, hein, ce coup d'État, ce double coup d'État du Hamas contre l'OLP ou l'autorité palestinienne, et l'autorité palestinienne contre le Hamas en 2007. Donc voilà. Par contre, en Cisjordanie, le nombre de colons ce sont les chiffres de 93 à 2023 tels qu'ils ont été publiés par une organisation israélienne que vous connaissez sans doute, B'Tselem. Donc, le nombre de colons a augmenté de 332% sur ces 30 années post-Oslo. Et le nombre de colonies et de ce qu'on appelle les outposts, c'est-à-dire ce qui devient l'embryon d'une future colonie, a plus que doublé. La communauté internationale qui voyait tout cela n'a pas bougé le petit doigt. Aujourd'hui, le gouvernement israélien actuel est le gouvernement le plus à droite, le plus extrême que Israël ait jamais eu au cours de son histoire, et qui plus est intègre des colons, des dirigeants colons, qui veulent récupérer l'entièreté de ce qu'ils appellent le Grand Israël, la Judée-Samarie, qui correspond à la Cisjordanie en gros. Donc voilà, oui, l'agenda d'une recolonisation de la bande de Gaza est à l'ordre du jour. Vous avez des ministres qui ont participé à une journée allant dans ce sens-là, hein, donc réunissant les candidats colons et les composantes de l'échiquier politique et sociétal israélien désireux de recoloniser Gaza. Et au Liban, quand il y a eu un embryon de colonie, une volonté de coloniser durant la période 80, donc dans l'après 82, donc celui qui était porteur de ce projet avait été assassiné et donc cette colonisation ne s'est pas véritablement concrétisée. Mais aujourd'hui, vous avez des organismes comme Uri Zafon qui déjà proposent la vente d'appartements qui seraient construits dans le sud du Liban, notamment au profit d'anciens de l'armée israélienne. Donc, on n'est pas que dans des vues de l'esprit, on est à une conjoncture historique extrêmement grave parce que beaucoup de points de non-retour sont en train d'être franchis par ce gouvernement-là, dans, au meilleur des cas, l'apathie de la communauté internationale et au pire des cas, sa complicité active. Et dans la communauté internationale, évidemment, vous avez l'État qui fait quelque part la pluie et le beau temps, notamment au Conseil de sécurité, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui jamais n'ont été aussi alignés sur les positions israéliennes qu'ils ne le sont actuellement, malgré tout ce qui se passe et les crimes qui sont en train d'être perpétrés non seulement dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie, mais également au Liban. Vous avez les États européens qui avaient porté à bout de bras le processus d'Oslo et qui depuis l'ont totalement abandonné. Vous n'avez qu'un ou deux États, donc je pense notamment à l'Irlande et à l'Espagne,
dans une moindre mesure la Belgique, qui ont un discours relativement cohérent et compatible avec les obligations de ces États-là, avec le droit international. Les autres sont dans l'affirmation d'un soutien plein et entier à Israël, et ils contribuent à créer ce contexte extrêmement permissif dans lequel les Israéliens se sont engouffrés. Et j'inclus également l'ensemble des États arabes qui ne pèsent pas très lourd sur la scène internationale, mais qui auraient pu prendre des positions différentes dans le cadre de ce qui se développe depuis le 7 octobre. Même si des pays comme l'Égypte, la Jordanie ou d'autres encore ont eu des positions assez discursives au niveau des déclarations assez fermes, force est de constater que eux non plus n'ont pris aucune mesure concrète pour inverser ou en tout cas pour stopper la machine de guerre israélienne. Et cette responsabilité internationale est véritablement accablante. Et tant que Israël peut avancer ses pions au prix de dizaines de milliers de victimes, si on additionne ici et là, pourquoi la machine militaire israélienne s'arrêterait? Ce n'est pas Monsieur Netanyahou ni les extrémistes qui sont à ses côtés qui ont la prescience et la lucidité suffisante pour se dire que l'environnement qu'on est en train de créer, les souffrances qu'on est en train de créer, l'humiliation qu'on est en train de créer chez nos voisins sont les gages d'une guerre sans fin. Et le 7 octobre prochain, je ne parle pas de la date, mais d'une opération de grande envergure contre Israël ou contre des intérêts israéliens, ce n'est qu'une question de temps. Vous ne pouvez pas infliger ce degré de violence à vos voisins, vous ne pouvez pas les déshumaniser dans ces proportions-là, vous ne pouvez pas les humilier dans ces proportions-là, et puis ensuite penser que vous pouvez faire la paix avec eux. Vous avez cité le grand Israël. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est possible? Dans le sens où, est-ce que c'est une volonté réelle? Dans le sens où, bon, je sais pas si c'est le fruit historique ou une coïncidence ou une volonté politique. On regarde dans la région qu'à travers le temps, l'Irak, la Syrie, plein de pays ont été affaiblis, deviennent ou des États faillis ou autres. On voit la politique, par exemple, peut-être que je me trompe, mais d'Israël, d'appuyer sur l'indépendance du Kurdistan, donc qui participerait à une forme de balkanisation de la région. Est-ce que tout ça peut faciliter cette volonté de créer le grand Israël, mais qui serait difficilement, enfin, je vois pas comment on pourrait accepter ça. Et d'un Mais autre on l'accepte, c'est ce qui est en train de se passer. On peut imaginer le Moyen-Orient dans une trajectoire totalement différente. Il y a eu de la violence dans les premières années de l'accord d'Oslo, de part et d'autre. La violence n'a pas été le monopole des Palestiniens, ni du Hamas, ni du djihad islamique. Ils ont perpétré des attentats, mais vous avez eu aussi des terroristes israéliens qui ont perpétré des attentats à l'encontre des Palestiniens. Et c'est une violence qui n'a jamais été véritablement, comment dire, reconnue sur la scène internationale. Je pense notamment au massacre du caveau des Patriarches à Hébron en février 1994, si je ne m'abuse, et qui a été le prélude à une vague d'attentats suicides extrêmement sanglants de la part du Hamas. On peut penser aussi au fait que c'est quand même un extrémiste juif qui a tué, qui a assassiné Yitzhak Rabin en 95. Donc voilà, c'est néanmoins, il n'y a pas eu de pression de la part de la communauté internationale pour sauver ce processus de paix. On a vu toute une série de démissions par rapport à ce processus de paix, y compris dans ses composantes syriennes. En 99, on était très près d'un accord entre Syrie et Israël. Là aussi, on n'a pas fait le extra mile, le chemin qui restait à parcourir
pour cet accord-là. On ne l'a pas fait pour les Palestiniens. On n'a jamais tenté de le faire pour les Libanais, même au moment du retrait unilatéral israélien en 2000. Donc, que d'occasions ratées dans ce cadre-là. Et on aurait pu penser que si ces accords de paix avaient pu être réalisés, la trajectoire de ces différents pays aurait été très différente, y compris des pays comme l'Iran, qui lui a capitalisé sur toutes les orgies de violence dans la région, sur toutes les brèches qui ont été créées, y compris plus récemment en Iran, en Irak et plus récemment en Syrie. Donc voilà, dans, sur la trajectoire de long terme, on voit que c'est l'effritement de la région qui, quelque part, élimine l'un après l'autre les États qui pouvaient porter ombrage à Israël. Et c'est quelque part le sort qu'on promet à l'Irak, excusez-moi, à l'Iran aujourd'hui. Et je souhaiterais souligner que partout où la communauté internationale a pensé pouvoir amener par la force et de l'extérieur un nouveau régime, on n'a eu que des histoires, des trajectoires particulièrement sanglantes. Je vous renvoie à l'histoire de la Libye, je vous renvoie à l'histoire de l'Afghanistan, je vous renvoie à l'histoire de l'Irak, je vous renvoie aussi, même si le point de départ était plus interne, mais aussi à l'histoire de la Syrie, qui est indissociable par rapport notamment à ce qui s'est passé en Irak à partir de 2003. Donc, la vraie question qui se pose, est-ce que le monde, donc les populations moyen-orientales, parce qu'il faut également penser à elles, est-ce que les populations moyen-orientales vivent plus en paix depuis toutes ces renonciations, toutes ces démissions occidentales par rapport au processus de paix, par rapport à la voie négociée dans les crises et les conflits de la région, ce refus de dialoguer avec les acteurs qu'on n'aime pas, mais finalement, avec qui peut-on faire une paix sinon avec ses ennemis? Comment pacifier sinon au travers de la reconnaissance de l'autre et de ses griefs à votre rencontre par rapport au sort qui lui est réservé dans un rapport de force, dans une région, etc. Donc voilà, et c'est ce qui rend extrêmement pessimiste, c'est cette forme d'absence de volontarisme et de courage et de lucidité politique dans le chef de la communauté internationale. Et c'est un manque de courage, un manque de lucidité et un manque de volonté qui n'ont fait que s'aggraver au fil des décennies et qui nous amène aujourd'hui à ce moment de l'histoire où Israël se trouve en capacité de faire ce qu'il veut, d'infliger ce qu'il veut à ses voisins au nom de son droit à la défense, en arguant que c'est un État normal qui ne souhaite que vivre normalement, en effaçant ou en souhaitant effacer dans les représentations publiques, médiatiques, politiques, l'idée même que ça demeure une puissance occupante qui, au quotidien, réprime, surveille des millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, et ceci en contradiction, en violation totale de la Convention de Genève, donc la 4e Convention de Genève, qui édicte les responsabilités d'une puissance occupante dans des territoires qu'elle occupe, notamment à l'encontre de la population civile. Ça va à l'encontre d'un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité. Ça va à l'encontre de tout un ensemble de traités internationaux, de textes internationaux sur les droits humains, euh, le droit de la guerre, etc., sans que quiconque y fasse grand-chose. Et on voit aujourd'hui la capacité de pression des Israéliens et de la communauté internationale
par rapport à un organisme comme la Cour internationale de justice, qui aujourd'hui n'a absolument pas les moyens de faire respecter sa décision de janvier 2024. On le voit au travers de l'incapacité de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre notamment les hauts responsables israéliens. Et tout cela est un bon indicateur du contexte ou de l'extension, la portée, la teneur de cette permissivité euh, internationale à l'encontre d'Israël. Pourquoi s'arrêterait-il? Israël défend le droit son droit à exister. Est-ce que, avec différents arguments, est-il pertinent de questionner ce droit à exister? Je m'explique notamment. Par exemple, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu qui sont, on va dire, partagés de façon assez unilatérale par les ONG, etc. Il y a aussi des arguments, si on revient en arrière, sur l'argument qui est la terre promise, qui, d'un point de vue du droit international, aujourd'hui, je comprends le contexte de l'époque, on sort d'un contexte très difficile au niveau par rapport au contexte historique de la Shoah, etc. Je veux dire, l'argument de la terre promise, il n'est que pertinent que pour ceux qui le professent. Et aussi, la reconnaissance de l'Assemblée générale de l'ONU à l'époque. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui quand on a vu Benjamin Netanyahou parler dans l'Assemblée et que les 2 tiers sont partis? Bah, il est important de rappeler que à l'époque, les 2 tiers des États membres aujourd'hui, c'était des États coloniaux. Tout à fait, oui. Oui, oui. J'imagine bien que Mhm. euh, le, le rendu aurait été peut-être différent à l'époque, quoi. Oui. Alors, euh, c'est une question extrêmement sensible, hein, et sur laquelle on s'autocensure, on pèse chacun de nos mots. Je dirais, le drame actuel, c'est que la colonisation juive de la Palestine est beaucoup trop récente. Et elle se fait dans un contexte où vous avez désormais les médias, où les frontières de la planète se sont énormément réduites. Alors pourquoi je souligne ça? Parce que des pays comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, un très grand nombre d'États d'Amérique latine se sont érigés sur l'annihilation massive des populations autochtones. Aujourd'hui, on estime à peu près 90%, euh, on estime à 90% le nombre des populations américaines autochtones qui ont été éliminées au moment de la colonisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les différents pays, vous avez à peine 10% de cette population qui a survécu et qui survivent aujourd'hui un peu en marge de la société. Avec, voilà, vous avez plein de travaux sur les populations autochtones canadiennes, sur les populations autochtones américaines, également dans le sud du continent. En octobre dernier, vous avez eu un référendum qu'on n'a pas du tout, voilà, qui n'a pas attiré énormément l'attention, mais les populations autochtones en Australie voulaient acquérir le droit de se faire entendre dans le Parlement australien sur les questions qui les touchaient directement. Donc, on était dans la demande d'un simple droit de s'exprimer sur les politiques et les lois qui les affectaient directement. Par référendum, la majorité qui descend de la colonisation occidentale, européenne, leur a refusé ce droit-là. On est vraiment dans des logiques qui demeurent jusqu'à aujourd'hui extrêmement coloniales.
Et ce sont ces États qui sont les soutiens premiers d'Israël, qui finalement fait ce que eux ont historiquement fait aux populations autochtones. En Palestine, cette histoire-là est beaucoup trop récente et donc la population palestinienne n'a. Alors je ne surtout ne pas en train de dire que les populations dans les différents pays que j'ai cités, les populations autochtones elles ont rendu les armes, mais non, elles ne se n'ont pas abandonné de multiples formes de résistance en interne, hein. Mais la résistance palestinienne à l'occupation israélienne est encore prégnante. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile, ou il me semblait qu'il était beaucoup plus difficile pour Israël d'éliminer d'une manière ou d'une autre plusieurs millions de Palestiniens que ça ne l'avait été au moment de la colonisation occidentale de moult régions à travers le monde. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que je cherche à dire au travers de ce rappel historique? C'est que à un moment donné, vous avez des réalités voilà, des faits accomplis. Aujourd'hui, qui va demander l'élimination de toute la population américaine qui descend des colons européens, mais qui aujourd'hui ne comporte plus uniquement que cette composante-là. Vous avez les États-Unis ont drainé des migrants de presque partout, et il en va de même. Donc, on ne peut pas décemment aujourd'hui appeler à l'élimination de tous les blancs et de tous les migrants au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et je pense que dans cette même logique, on ne peut pas appeler à la disparition de l'État israélien tel qu'il s'est constitué, en tout cas sur ses frontières de 1948. Est-ce que pour autant, il ne faut pas revendiquer inlassablement le droit des Palestiniens à avoir au moins ces 22% du territoire qui leur reste et qui a été conquis en 1967? Bah oui, je pense que tout l'enjeu est là. Et Oslo, ayant une nouvelle légitimité, une nouvelle légalité internationale, avait acté cet échange paix contre territoire. Néanmoins, au travers des chiffres que j'ai cités tantôt, Israël ne s'en contente pas. Israël veut la paix par l'abdication, la soumission totale de ses ennemis et les territoires. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Madame Haroun? Écoutez, non. Si je devais rajouter quelque chose, c'est encore et toujours des mots extrêmement sévères par rapport à la communauté internationale et en particulier les gouvernements européens. On n'a jamais énormément attendu des États-Unis parce que les États-Unis ont toujours été dans la démesure. Ils ont eux-mêmes pratiqué à grande échelle ce qu'on reproche à Israël de pratiquer. Là où on espérait un peu plus de retenue et d'attachement aux droits humains, à l'édifice légal international, c'est de la part des Européens. Et eux sont aujourd'hui dans un double discours qui est destructeur, par rapport à leur image, à leur réputation. Il est destructeur pour la crédibilité et l'effectivité de ce dispositif international, mais il est également, je pense, extrêmement destructif par rapport à cette capacité de ces États-là à agir à l'avenir dans un certain nombre de pays, y compris au Moyen-Orient. Par exemple, comment parler aujourd'hui de développement, d'aide humanitaire, quand dans le même temps, vous êtes en train d'armer la main qui est en train de gérer du sous-développement, qui est en train de créer du sous-développement, qui est en train de créer des crises humanitaires, etc. Et puis, un quatrième point, c'est la polarisation en interne. Aujourd'hui, vous avez des composantes entières qui ne se retrouvent pas dans les politiques des États tels que la France,
tels que l'Allemagne, pour ne citer que ces deux cas, je dirais même aussi en Belgique dans une moindre mesure. On est à un moment charnière et où on voit que par beaucoup d'aspects, on a basculé du mauvais côté de l'histoire.